Bonjour et bienvenue dans cette quotidienne du jeudi 27 mai. Sortez les verres, sortez les bouteilles, la cave de Nyon fête ses 80 ans. Ce samedi 29 mai, elle ouvre ses portes et propose un programme de fête pour plonger dans son histoire. En sport, on monte au filet avec le tennis club Nyon qui dispute en ce moment les championnats de LNB avec ses équipes masculines et féminines. Et en culture, enfin, on part à la rencontre d'une mamie chasseuse de monstres au théâtre de Grandchamp. La cave de Nyon fête ses 80 ans ce samedi 29 mai. À l'occasion de cet anniversaire, elle ouvre ses portes de 9h à 16h et propose un parcours thématique, une plongée dans son histoire avec des photos et vidéos d'archives, des ventes spéciales, mais aussi la possibilité de tirer au guillon sa propre bouteille collector. Plein de belles choses donc pour les amoureux de vin et bien sûr pour les vignerons. Bonjour Gilles Cornu. Bonjour monsieur. Gilles, vous êtes directeur technique et œnologue à la cave de Nyon. 80 ans, c'est un bel âge? Oui, 80 ans, c'est déjà bien. On est déjà bien parti, alors on peut déjà fêter raisonnablement quelque chose. Ouais. Donc on va faire la fête ce samedi, malgré le coronavirus, avec les distanciations, etc. On va fêter ce week-end. Il faut de toute façon fêter, quelles que soient les situations, il faut fêter. Mais effectivement, dans cette pandémie, on a quelques problèmes pour fêter comme on aimerait convenablement. Mais sachez que vous serez bien accueillis à Nyon, à la route du stand 27. Pour ces 80 ans, on a un programme génial. Il y a plein de choses, vous verrez, c'est bien. Donc parcourir un peu l'histoire de cette cave de Nyon, on va bien entendu y revenir, mais avant ça, on va parler juste de cette bouteille collector. Donc présentez-la nous, on peut juste regarder peut-être cette étiquette qui est donc l'étiquette originelle de 1941, c'est ça? Exactement, c'est la première étiquette de la cave de Nyon. C'est un petit peu d'émotion. Alors, on l'a reconstitué un petit peu moderne maintenant. Vous pouvez nous servir un petit godet peut-être, Gilles? Carrément? Ouais, carrément, on ose. Ok, 18h, c'est l'heure. Voilà, c'est l'heure de l'apéro, voilà. 18h. Alors, donc, juste en 1941, il n'y avait pas de capsule. C'était seulement un bouchon. Mais le visiteur pourra tirer cette bouteille au guillon dans la cuve originelle et repartir pour une thune avec une bouteille, c'est le prix de l'époque. Vous verrez, c'est vraiment intéressant. Avec la bouteille collector. Parlons de cette cave de Nyon donc, qui appartient aux caves de la côte. À l'origine, alors on trouvait dans cette cave de Nyon au tout début les 3 cépages qu'on trouve sur la côte, le chasselas, le pinot noir et le gamay, ces 3 cépages traditionnels. Aujourd'hui, combien de cépages on peut trouver à la cave de Nyon? Alors exactement, c'était plus facile à l'époque. Ouais. Il n'y avait que 3 cépages. La chance qu'on a à Nyon, c'est qu'il y a toujours eu beaucoup de vins rouges, de cépages rouges, mais actuellement, il y a plus de 30 cépages qui sont cultivés par 150 familles de vignerons. Donc, on a des choses complètement nouvelles dont vous ne connaissez encore même pas les noms. Les Galetas, par exemple, ou les Divico, qui sont des cépages modernes. Le Merlot aussi, qui s'est très bien implanté dans cette région. Et on a la chance d'avoir des terrains très calcaires dans cette partie du bassin lémanique, qui permet la culture de vin rouge de manière excellente, sans oublier les chardonnays, les pinots gris, le viognier, qui est d'ailleurs juste à côté d'ici. Donc on a vraiment une palette complète à vous servir prochainement. Vous pourrez tout acheter ces vins et tout goûter, et tout goûter voilà. Avec modération. Vous me disiez du coup donc 150 vignerons. Quel est le rôle en fait de la cave de Nyon pour les producteurs et les vignerons du coin? Alors la cave de Nyon fait partie de Cave de la Côte, qui est une cave coopérative. Et le rôle de coopérateur, c'est une des plus grandes coopératives de Suisse, maintenant on est une des plus grandes. Donc on a le sociétaire, il nous apporte son raisin. Et nous lui transformons son raisin en vin, selon ses domaines, ses clos, ses châteaux, ça dépend quel type de sol il a et quel type de parcelle on va faire. Et on lui vend ses bouteilles, on encave tout ça, on transforme le raisin grâce à notre œnologue Rodrigo Bento et nos cavistes et toute une équipe pour faire cette transformation. Alors à Nyon, on reçoit le raisin, on le transforme. Et après, on le met en bouteille à Tolochna, qui fait partie de la grande entreprise Cave de la Côte. Et voilà. Quelle est la singularité, finalement, l'esprit, en fait, de cette cave au fil des ans?
Alors, moi qui ai la chance de connaître bien nos vignerons, c'est des gens qui sont très attachés à leur institution, à leur cave. On a des familles entières qui ont suivi l'évolution depuis 1941. Juste, bon, alors, je ne sais plus s'il en reste beaucoup, hein, malheureusement, mais de la fondation, c'est une bonne question. Je ne crois pas qu'il en reste beaucoup, mais on a des gens qui sont très affiliés à la cave et on a une sorte de famille, une grande famille, et puis ils connaissent bien la région, leurs intentions, et puis l'objectif de la cave coopérative, c'est bien sûr de valoriser leurs récoltes individuellement et de bien les payer. Alors on va faire un petit retour en arrière, un petit historique. Alors la cave de la Côte, originellement elle s'est créée donc en 1929, puis c'est en 1941 que la cave de Nyons s'est créée. Quelle était la volonté à l'époque? On voit les images aussi voilà, d'époque. Quelle était la volonté derrière cette création? Alors, les mouvements coopératifs sont nés du fait de la crise du vin. En général, chaque 20 années, il y a une crise un peu plus existentielle dans le milieu économique viticole. Et puis, le fait d'attendre les marchands de vin chacun avait son pressoir à la maison, une cuve ou un tonneau qui n'était pas très étanche, et puis ça débordait, et puis le tonneau était resté plein, et on n'avait personne pour l'acheter. Et le fait de se grouper entre vignerons a permis de pouvoir mutualiser les risques d'une part, et puis d'autre part, d'obtenir des pressoirs, des outils qui sont modernes, qui sont dynamiques, qui permettent de traiter une récolte de manière qualitative et progressiste, on peut dire ça aussi. Donc, et vraiment cette entente vigneronne, quoi, finalement, voilà, et familiale. Ouais, même un côté, il y avait même un côté socialiste ou communiste, on pourrait dire, dans le système coopératif. Et puis, c'est un esprit qui est resté dans notre coopérative. Voilà. Et donc, au fil des ans, forcément, tout ça a évolué, ce qui fait qu'aujourd'hui, 30 cépages, et puis des techniques forcément bien différentes pour le vin. Ça, alors, c'est vrai que les techniques évoluent constamment dans le vin, et de disposer des outils modernes, en particulier des cuves, comme vous le voyez dans l'arrière-plan, des cuves où on peut contrôler la fermentation, la température des fermentations, c'est existentiel pour la qualité. La qualité du vin, elle se fait de toute façon à la vigne, et ça, on contrôle les 1800 parcelles que nos vignerons visitent. On visite les vignes. Et on fait un petit contrôle, on regarde si la qualité du raisin est sain, s'il n'y a pas trop de charge, si c'est bien limité, c'est bien égrappé, c'est aéré, c'est constant. Et c'est ce qui donne un bon résultat. Et puis derrière, c'est de la mécanique qui permet vraiment de faire du bon travail avec les gens qui sont employés pour faire ça. On est vraiment des personnes qui sont dédiées au vin à plein temps, y compris nos vendeurs, y compris nos personnes qui accueillent les gens. Voilà, c'est un peu notre métier, on n'arrête jamais. On a la passion du vin. C'est ça, exactement. Et donc à la cave de Nyons, ce samedi 29 mai, entre 9h et 16h, donc on pourra revenir sur cette historique, bien entendu, avec les vignerons et les tenanciers de cette cave, et puis déguster aussi la nouvelle cuvée, donc la cuvée des Peds, la cuvée de la cave de la Côte. Des Peds, bon vaudois. Et le vin, la bataille, pour les journalistes, on a un spécialiste, c'est la bataille. Effectivement, c'est une cuvée toute nouvelle que nous avons dédié avec un accent vaudois particulier. Je peux le prendre aussi quand il faut. Et voilà. Donc, on a 80 qui sont bio. Et maintenant, on a une gamme très, très nouvelle, très moderne, qui vous plaira, je suis certain. On ira... Surtout celle de la bataille. La bataille, je note. Alors, pour la dégustation, merci beaucoup Gilles Cornu d'avoir été avec nous. Et puis, santé. Merci à vous. Alors, à votre santé. On ne peut pas boire dans le même verre, mais enfin bref. Le Tennis Club Nyons dispute en ce moment les championnats de LNB avec ses équipes masculines et féminines. Après une relégation de LNA en LNB en 2019, puis après avoir fait l'impasse de la compétition en 2020 pour raisons majoritairement financières, le club a débuté ses interclubs par des défaites des deux côtés, mais garde la tête haute pour les prochains matchs à venir les 29 mai, puis les 5 et 12 juin prochains. En plateau, j'accueille les deux capitaines d'équipe. Chez les femmes, Nanette Duxin. Bonjour Nanette. Bonjour. Et chez les hommes, Romain Monet. Bonjour Romain. Bonjour. Bonjour à tous les deux, du coup, ravi de vous avoir. Romain, content, j'imagine, de reprendre enfin cette compétition. Oui, très content, là, après avoir fait l'impasse l'année passée sur les matchs par équipe. Et
surtout content de pouvoir retrouver la compétition, retrouver les joueurs, les matchs, l'attention des matchs, la bonne ambiance en équipe, surtout que le tennis c'est un sport individuel, donc on a la chance d'être en équipe, en groupe, donc c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que ça représente pour le Tennis Club Nyon de jouer en LNB, de participer à ce tournoi? Déjà, c'est la catégorie où on est le plus haut dans le club, comme pour les femmes et pour les hommes, même si on est redescendu pour les deux équipes de ligue en deuxième division. Mais c'est un honneur et c'est vraiment une possibilité d'amener l'équipe, soutenir l'équipe. Et vraiment de faire vivre le club aussi. Quoi. Et faire vivre le club aussi. On accueille pas mal de monde quand on joue à Nyon qui viennent nous soutenir. Donc ça fait vraiment des belles journées de match. Ouais. Nanette, toi, c'est une première pour toi au Tennis Club Nyon, puisque tu es arrivée en août dernier dans la région et puis tu t'es inscrit directement au Tennis Club Nyon. Et puis là, ça y est, responsabilité, capitaine d'équipe, comment ça va? Ça va, c'est une super expérience pour moi que je découvre. Oui, enfin, que vous dire Qu'est-ce que ça représente, capitaine d'équipe? C'est quoi le rôle? Alors, capitaine d'équipe, c'est essayer justement de former une équipe. Comme l'a dit Romain, le tennis est un sport individuel et c'est vrai que les matchs par équipe ont de l'importance dans la carrière d'un joueur de tennis, que ce soit chez les jeunes ou chez les adultes. Donc, en tant que capitaine, personnellement, j'essaie d'avoir un esprit d'équipe, d'essayer d'intégrer tout le monde parce qu'il y a des jeunes aussi pour lesquels c'est la première fois. C'est un peu de coaching aussi? Coaching, peut-être pas au niveau tennistique, mais émotionnel, peut-être soutien. Voilà, je me qualifierais plus de soutien. D'accord. Voilà. Parlons de ces équipes que vous représentez tous les deux. Comment décrire ton équipe masculine, Romain? Là, on a une équipe surtout composée de joueurs du club. Principalement, quasiment tous les joueurs sont du club cette année. Et on a un joueur étranger qui vient renforcer l'équipe au lieu de deux qu'on avait habituellement. Et donc là, c'est vraiment aussi le but d'intégrer les jeunes dans cette équipe qui est au haut niveau du club et pouvoir leur donner cette expérience des matchs à ce niveau-là. On voit des images à l'instant du jeune Florent Limani qui est un peu un espoir à Nyon. Exactement, Florent Limani, espoir du club. Et bon, il n'a pas encore pu intégrer l'équipe à cause d'une petite blessure. On espère le retrouver soit ce week-end, soit week-end prochain. Il est sur la liste, mais on attend son retour avec impatience pour venir nous renforcer, nous aider dans cette équipe. Ouais. Du côté des femmes, comment vous avez constitué cette équipe, Nanette? Alors nous, on a des joueuses locales et puis on a dû faire appel à des recrues quand même pour avoir le niveau de la LNB qui est quand même très haut. Recrues qui viennent d'où? Alors on a des filles de Suisse ou France. D'accord, principalement. Principalement. Okay. Pour créer donc cette équipe du club. Vous misez aussi tous les deux, enfin les deux équipes, masculines et féminines, misent cette année pas mal aussi sur la jeunesse, il me semble, Nanette. Alors oui, la politique du club, c'est justement d'amener les jeunes jusqu'à ce qu'ils puissent avoir le niveau et constituer une équipe locale, parce que c'est ce qui fait en fait un peu la vie du club, c'est de pouvoir venir soutenir des joueurs qui sont là, qu'on connaît, qu'on côtoie tous les jours, qu'on voit s'entraîner. Donc c'est l'idée, oui. C'est ça les ambitions, Romain, pour cette coupe de LNB finalement, c'est faire progresser en fait ces jeunes qui seront les talents de demain. Exactement, c'était déjà de les intégrer dans l'équipe, ce qui n'est pas évident pour eux tout de suite sur les premiers matchs où on a eu quelques difficultés, mais voilà, ils sont bien intégrés, ils prennent de la confiance rencontre par rencontre et c'est vrai que c'est une équipe de jeunes. On a quand même des jeunes entre 17, 18 et 22, 23 ans. Donc ça reste une équipe jeune, mais c'est bien si on peut continuer sur le long terme à les intégrer, à renforcer cette équipe tout en la maintenant, ce serait vraiment top. Alors pour le moment, que je l'ai dit en introduction, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, pour le moment, pas de match gagné. Comment on fait là pour appréhender les prochains matchs, les prochains défis, Nanette, pour garder la tête haute? Moi, je vais match par match, rencontre par rencontre.
Il faut voir aussi avec la disponibilité des filles, parce que c'est vrai que nos recrues aussi ont leur carrière individuelle et que des fois, il faut qu'elles privilégient ça. Donc moi, c'est la semaine de la rencontre, je sais à peu près quelques jours avant qui va jouer, qui ne va pas jouer. Et puis voilà, on essaye d'être le plus compétitif possible à chaque rencontre. Romain, pareil du côté des hommes? Pareil du côté des hommes. Difficile les 2 premières rencontres. On a joué des bonnes équipes. On a essayé de se défendre comme on pouvait. Maintenant, les 3 derniers matchs, là, ils vont être assez importants pour nous. C'est là où il faut vraiment aller gagner des matchs, prendre des points, essayer de gagner en tout cas 2 rencontres sur 3 pour maintenir l'équipe. Et on va récupérer, on espère, quelques joueurs qui étaient blessés. On a 1 ou 2 renforts qui n'étaient pas là jusqu'à présent. On espère pouvoir les avoir pour la suite, parce que ça va être important et décisif. Des rencontres contre Lucerne, Thun et Rapperswil notamment, et puis Lucerne et Sion du côté des femmes. Bon, il y a aussi le plaisir quand même de jouer des matchs déjà après le Covid, d'être ensemble, et puis aussi de permettre des bons moments. Je sais que les femmes ont pu jouer aussi contre Martina Hingis notamment. Oui. Alors c'était notre première rencontre à Zug, et ça a été une expérience phénoménale, quoi. On s'y attend pas du tout, et puis pour tout le monde, c'était juste très chouette. Ouais. Donc, du bon pour la suite, pour l'avenir. Nanette, toi qui viens d'arriver aussi, tu sens qu'il y a cette possibilité de cohésion d'équipe? Oui. Et puis, comme tu l'as dit, on est là pour le plaisir avant tout, donc on fait tout pour. Ouais. Un dernier mot, Romain, pour la suite. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? J'espère gagner les matchs. Beaucoup de victoires et voilà, avoir beaucoup de soutien du club et des membres aussi. Sur ces prochaines rencontres qui seront à Nyon, on va avoir la chance maintenant de pouvoir accueillir un peu plus de monde au club. Donc j'espère que pas mal de monde viendra nous soutenir les jeunes et qu'on ait une bonne ambiance et évidemment qu'on gagne des matchs. Et puis vous voir, il y a des matchs à domicile, hein, c'est ça? Oui, ce week-end à domicile. Voilà, le 29 mai. Ouais, et dans 3 semaines. Ouais, la dernière rencontre aussi qui sera probablement décisive à Nyon. Le 12 juin. Contre Rapperswil, exactement. D'accord, très bien. Bon, alors c'est noté dans l'agenda et puis on va vous suivre. Bien sûr, le Tennis Club de Nyon. Merci Nanette Duxin. Et puis merci Romain Monet d'avoir été avec nous. À très vite. À bientôt. Et si notre mamie était une chasseuse de monstres? C'est ce que va découvrir Milo, 9 ans 3/4, dans la pièce Sans peur ni pleurs de la compagnie Effrancheté. Une pièce familiale et fantastique à découvrir au Théâtre de Grandchamp pour 2 représentations ce samedi 29 mai. Bonjour Sylviane Tille. Bonjour. Sylviane, vous êtes la metteur en scène de Sans peur ni pleurs, que vous avez coécrite avec Robert Sando. C'est donc une pièce fantastique familiale dès 7 ans. C'est important de le noter. L'étrange et le fantastique, c'est votre dada, Sylviane? Oui, l'imagination aussi, surtout, le monde imaginaire. J'aime beaucoup ça. Je pense que si je regarde un peu les spectacles que j'ai fait jusqu'à maintenant, l'imaginaire prend une grande place. Et souvent, on a des moments oniriques où on part dans le fantastique. Là, c'est une pièce qui fait peur. Donc, évidemment, on est chez les monstres, chez les cauchemars plutôt de l'enfance. Donc, c'est pour ça, dès 7 ans, c'est ça? Ça fait un peu peur quand même. Oui, il faut avouer. Alors après, ça dépend. Avec les scolaires, quand on n'a que des enfants de 7 ans, des fois, on n'a pas les parents. Avec les parents, ça va mieux. Puis tout dépend, en fait, la peur. Ça dépend de chaque enfant. C'est difficile de jauger la peur. Il y en a à 7 ans, ils n'ont pas du tout peur. Et puis à 9 ans, ils vont avoir très, très peur. On a vraiment eu des différences comme ça. Ouais, c'est ça, effectivement. Mais c'est important aujourd'hui de proposer du fantastique aussi pour les enfants. Oui, alors moi, mon cheval de bataille, c'est l'imaginaire, évidemment. C'est très important pour moi de cultiver notre imaginaire. Et puis, le théâtre permet de lancer des images. Et puis ensuite, c'est l'imagination du spectateur, évidemment, qui prend le relais. Là, dans notre histoire, Milo... Alors, c'est la grand-mère qui lance un peu l'histoire, et puis après, l'imaginaire de Milo prend le dessus, et puis on rentre dans ce monde fantastique, c'est clair. L'imaginaire de l'enfant. Ce qui frappe tout de suite aussi, c'est ces masques, qui sont, du coup, étranges, qui font peur un peu à première vue. D'où vous est venue cette idée? Comment vous avez conçu un peu ces masques-là? Eh bien... Tout bêtement, les masques au départ, c'est parce que j'ai 3 comédiens et qu'on a, je sais pas, une dizaine de personnages. Donc ça nous permet évidemment de faire hop, hop. Ça permet aussi de grossir le trait, parce que voilà, les monstres, là, c'est la prof d'allemand par exemple, la troll, elle a vraiment des bosses sur la tête, on n'y arrive pas avec le maquillage. Et puis aussi, ça nous permet pour des comédiens de jouer des enfants,
ou la mamie qui a 80 ans et c'est une comédienne de 40 ans qui la joue. Donc voilà, ça nous permet ça aussi. Mais c'est vrai que ces masques qui sont en mousse de latex sont entre le réalisme, mais évidemment aussi ça fait cette étrangeté en fait. Ces personnages un peu plus, le trait plus grossier en fait, plus marqué. Plus, Bon, je vous propose, Sylviane, qu'on regarde tout de suite un extrait, la bande-annonce de Sans peur ni pleurs au Théâtre de Grandchamp, et on en parle juste après. Sylviane, on voit aussi pas mal de travail sur les décors. Donc, c'est une pièce imposante pour une scène de théâtre. Il y avait vraiment un travail important là-dessus. Oui, alors le pari, cette fois, on a créé un chapiteau d'intérieur. Donc, on déplace notre chapiteau d'intérieur, on est complètement autonome. On le met sur les scènes de théâtre en général, mais on pourrait tourner dans une salle de gym, par exemple. Il suffit d'avoir la superficie. Sinon, on est totalement autonome. Pourquoi on a fait ce choix-là? L'idée, c'était évidemment d'englober les spectateurs. Nous, ce qu'on recherchait, c'était non seulement une relation intime, c'est-à-dire vraiment dans une petite jauge, voilà, et d'avoir cette proximité vraiment avec les spectateurs. Alors, en temps pas Covid, vu qu'on l'a créé en pas Covid, les comédiens, donc les personnages rentraient à l'arrière, allaient vraiment dans le public, tout près. Là, on a dû changer, on a dû faire quelques adaptations, évidemment. Mais l'idée, c'était un peu du train fantôme, c'est-à-dire comment on traite la peur, d'être vraiment de se sentir partie prenante dans cette histoire, en fait. Et de prendre les enfants aussi avec nous dans cette quête au monstre, quoi. On sent l'inspiration du conte aussi, je me trompe? Oui, le monde du conte, il y a beaucoup de monstres. Hein. Il y a beaucoup les peurs sont traitées depuis longtemps. Enfin, et dans le monde de l'enfance, on a vraiment la question de la peur. Hein. Je crois qu'aucun enfant et aucun adulte, ça fait partie de nous, c'est l'instinct de survie, cette question de la peur. Et la peur, pour moi, c'était important aussi de la traiter une fois, puis d'en parler, puis de ne pas dire aux enfants « mais non, t'as pas peur, ça sert à rien d'avoir peur » ou bien « t'inquiète pas, les monstres n'existent pas ». Pas vrai, on a peur, les monstres existent, il y en a. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, il me semble, dans cette pièce, c'est qu'on pourrait se rendre compte finalement que les monstres seraient peut-être nos voisins, les gens qui nous entourent. Donc finalement, la normalité pourrait venir de la normalité. Et en fait, tout ça, ça me fait beaucoup penser au cinéma de Tim Burton, et notamment dans l'esthétique aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a inspiré? J'aime beaucoup. C'est vrai que oui, j'aime beaucoup Tim Burton. Il y a des univers, évidemment, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi Lynch. Hein. J'ai toujours été attirée par ces trucs un peu étranges, un peu sombres, c'est vrai. Alors après, je fais du jeune public, il ne faut pas non plus... ce qu'on fait avec la peur, souvent le personnage qui fait peur, après on dédramatise en rigolant de ce personnage, c'est-à-dire qu'en le montrant un petit peu grotesque et puis ridicule. Donc on est toujours... Le rire pour moi est très important aussi parce qu'il désamorce justement cette peur. J'aurais pas pu faire un spectacle pour enfants avec que de la peur et une ambiance sombre qui nous plombe. L'humour est très important et il y en a beaucoup dans cette pièce. Et on joue justement sur ce frisson, peur et hop, on rigole. Ça, c'était important. Oui, effectivement, le fait de ne pas renier le monstre, justement, que le monstre peut faire partie de l'imaginaire et aussi peut nous apprendre à appréhender le réel. Oui, aussi absolument. Ça. Ouais. Et puis, c'est ce qui fait qu'on n'est pas des monstres, le fait d'avoir peur. Normal d'avoir peur, on a tous peur. Ça fait notre instinct de survie, quoi. Donc... il faut arriver à le gérer, à dire « Ok, j'ai peur, mais faisons quelque chose avec ça ». Alors, voilà, ce spectacle... J'espère que les enfants ne sortent pas avec des cauchemars. C'est ça. Un petit mot sur les comédiens quand même. Au jeu, on retrouve Céline Cessa dans le rôle de la grand-mère, Lionel Fressard et puis Lucie Rosis qui joue en fait qui joue le petit Milo. Comment vous avez travaillé les interactions entre tous ces personnages et du coup les comédiens et comédiennes? Alors déjà, je dois dire les trois comédiens sont vraiment, ils sont superbes et ça fait énormément du spectacle en fait d'avoir trois comédiens qui s'entendent aussi bien, d'avoir autant de complicité
complicité entre eux et le niveau de jeu est vraiment excellent. Et alors Lucie fait le jeune Milo, on y croit totalement, on est vraiment embarqué. Et puis Céline César, la grand-mère, elle est extrêmement touchante aussi. Puis Lionel fait pratiquement tous les autres personnages. Et alors lui, il passe d'une dextérité à... Ouais, Alors après, on est évidemment masqué, on a le masque qui aide énormément aussi, on a des vidéos, ça nous plonge, on change de scène. Mais les trois comédiens sont vraiment magiques. Ouais, dans un spectacle visuel avec des costumes et des jolis masques aussi. Voilà. Oui. Merci beaucoup Sylviane Tille d'avoir été avec nous pour parler de cette pièce, donc Sans peur ni pleurs, qui est à voir ce samedi 29 mai au Théâtre de Grand-Champ à Gland pour 2 représentations. Merci, plein succès et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. La quotidienne du jour, c'est déjà terminé, mais pas de panique, demain on revient avec les rétros, et puis la semaine prochaine, bien entendu, pour plus d'actu de sport et de culture.